Ah, ça marche, ça marche. Alors, est-ce que cette fois-ci, on arrive à avoir du son? Alors, on va vérifier rapidement, rapidement. Et vous allez bien? Vous allez bien? Donc, c'est une nouvelle tentative. Donc, c'est une nouvelle tentative pour cet espace. Alors, je vais regarder tout de suite. Donc, il n'y a toujours pas de son. Il n'y a toujours pas de son. Non, ça c'est celui de tout à l'heure. Donc maintenant, nous sommes sur un nouveau. Alors maintenant, il y a du son ou il n'y a pas de son? Alors, c'est bon, ça marche. Ok, merci. Ça y est, c'est bon, on y est arrivé. Ben, excusez-moi. Non, ça doit être un petit peu mon... Bonsoir Amélie, Sandrine, Amélie. Ça va et vous? Ben, ça va bien, sauf que c'est un petit peu sadique. Je commence avec mon sadisme. Vous voyez, ça, ce serait une expression. Bonsoir Clémence. Là, nous vous entendons bien. Ça y est, c'est bon. Et Boussada, bonsoir, merci. Ça y est, vous êtes revenu en nombre. Ok, d'accord, très bien. Donc, aujourd'hui, je m'appelle Clémence Lonis, je suis psychanalyste de l'école de poésie psychanalyse Grupo Celo de Madrid. Et donc, pour cette rencontre du mardi soir aujourd'hui, et nous nous sommes proposés de voir le masochisme, les différents types de masochisme que Freud a montré. C'est-à-dire que Freud, comme toujours, il va décortiquer la situation pour bien nous montrer. Après, on va voir que très souvent, il y a tous les masochismes, tous les types de masochisme sont sur un seul sujet, par exemple, mais que lui, il va bien tout décortiquer pour, comme scientifique, nous montrer les différents types de masochisme. D'abord, bien sûr, il va nous expliquer, et il va le dire donc comme dans les autres, lors de nos autres rencontres des autres mardis, où nous avions vu que dans la plupart des cas, ce qui se passe, c'est que, encore une fois, on va parler de nous tous. C'est-à-dire que le sadisme comme le masochisme, ce sont des composants, on va dire des composants qui constituent, qui ont fait partie de notre développement et donc qui vont ils vont se maintenir tout au long de notre vie. Donc, et bonsoir Sam, Sandrine, Hamid, Nadir, Mohamed. Ça fonctionne, Nathalie. Merci pour les réglages, on vous entend. Ok, merci. Hélène, bonsoir. Sam, donc le son est arrivé, mais trop longtemps votre cours. Nickel, c'est bon. Kezia, bon là, Annie, résister un petit peu, résister. Oui, cette fois c'est parfait. Bonsoir, Kezia, Nathalie. Bon, alors on y va. Donc Freud, il va s'intéresser au masochisme déjà. Nous le savons déjà dès 1905, quand il va nous présenter sa théorie, ses 3 essais sur une théorie sexuelle. C'est-à-dire que là, bonsoir José, il va déjà nous parler de cette tendance et il va nous parler de cette tendance puisqu'on avait vu que le petit enfant, il est déjà il est assez pervers puisque lui n'a pas ni sa morale, ni la pudeur, ni la honte qui vient faire barrage à l'explosion de ses désirs. Donc il s'exprime et bonsoir Scheherazade, donc il s'exprime et il va satisfaire ses désirs dès qu'il peut. Bien sûr, après, à l'âge adulte, nous avons donc tous ces barrages qui vont s'établir et qui vont nous empêcher de développer ce système. D'ailleurs, il va nous parler d'un masochisme érogène primaire. Ok, bonsoir Jazz, ¿qué tal? Buenas noches, Seigneur. Oh, bonsoir Mounir, bonsoir. Donc il va nous parler d'un masochisme, il va nous parler d'un masochisme primaire érogène. Parce qu'il faut voir que Freud, il va commencer par se poser une question parce que dans l'interprétation des rêves, il nous avait présenté notre appareil psychique comme une tendance à la satisfaction, non, par le principe de plaisir. C'est-à-dire, il y a un principe de plaisir que ce qu'il veut, c'est décharger donc son énergie, non, décharger son énergie pour arriver à une tension minimum, puisque c'est là où il y a
chez le sujet, donc, bonsoir Sylvie, la sensation, on va dire, de plaisir, d'accord? C'est-à-dire que la fonction du principe de plaisir, c'est donc de diminuer, la tension dans l'appareil. Et ça, c'est ce qui nous avait donc présenté dans l'interprétation des rêves, comme ce système de principe primaire. En plus, après, il avait rajouté qu'il avait aussi le principe de réalité, donc, qui allait, on va dire d'une certaine façon, régler un petit peu ce principe de plaisir en lui disant qu'il doit apprendre à attendre un petit peu, non? À remettre les choses à plus tard, qu'on ne peut pas satisfaire tous les désirs, poum, 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 comme ça, et qu'en plus, quand les désirs, non, ont la possibilité de se réaliser, c'est jamais vraiment comme on veut. Il y a du son, c'est formidable, non, Nord? Mylène, rebonsoir, c'est mieux avec le son, oui, merci d'être venu. Donc c'est à partir de là qu'il va essayer donc de nous expliquer qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a une tendance dans le sujet, dans tous les sujets, à cette satisfaction, ou plutôt il ne va pas parler de satisfaction, sinon qu'il va parler de plaisir dans la douleur. Et donc il va nous parler, il va dire, oui évidemment, qu'il n'y a pas seulement le principe de plaisir, ni le principe de réalité, sinon que nous avons, donc il va nous le présenter dans ce texte de 1920, je crois, qui est Bonsoir Zora, qui va nous présenter donc, au-delà du principe de plaisir, il va nous présenter cette pulsion de vie et cette pulsion de mort qui donc doivent cohabiter pour pouvoir donner vie à cet appareil, non? Donc, bonsoir Shahrazad, c'est difficile à prononcer ça, Shahrazad. Donc, il va nous présenter cette pulsion de vie et cette pulsion de mort comme deux pulsions en fait qui doivent se donner la main, non, qui doivent se donner la main parce que toutes les deux vont avoir une fonction indispensable, on va dire, pour la vie du sujet. C'est-à-dire qu'on n'est ni tout pulsion de vie, ni tout pulsion de mort, sinon que ce sont deux pulsions qui vont, dans le meilleur des cas, se donner la main pour permettre une action. Parce qu'on va dire que la tendance de la pulsion de vie, c'est une tendance à unir, et la tendance de la pulsion de mort, c'est au contraire, à séparer. Bonsoir, conseiller pédagogique, bonsoir. Alors, attendez, je vais aller chercher mon texte parce que tout ça en éteignant tout l'ordinateur pour le remettre en route. Donc, il va, à partir de là, donc, nous expliquer qu'il y a d'un côté le principe de plaisir, le principe de réalité, la pulsion de vie, la pulsion de mort. Là, il va même nous parler du principe de nirvana, non, comme un principe qui va s'associer donc à la pulsion de mort, et qui va nous dire donc que le principe de plaisir, il représente l'aspiration de la libido, c'est-à-dire la vie, l'unification, la reproduction, et que grâce au principe de réalité, il y a la possibilité donc d'une modification de ce principe de plaisir, qui correspond donc à l'affluence avec l'influence du monde extérieur, la réalité extérieure, le monde extérieur. Et donc, il va nous dire... attendez, je vais aller regarder. Il va nous dire donc que tout fonctionne en même temps. Ce dont il s'agit, c'est justement de se retrouver avec tous ces éléments qui vont partager, qui vont chacun avoir un rôle. Donc on avait vu que, ou plutôt on voit maintenant, parce que dans l'interprétation des rêves, donc Freud nous avait présenté cette première topique, où il nous avait parlé de inconscient, préconscient, conscient, avec ces trois systèmes. Et à partir de 1920, il va nous présenter, ou plutôt à partir de 1923, dans le moi et le ça, il va nous présenter donc ce ça, ce surmoi et ce moi. Et le moi et le surmoi vont être tous deux inconscients et conscients. D'accord? Donc, au-delà du principe de plaisir, il va nous parler de cette pulsion de mort et de cette pulsion de vie,
Eros, et Thanatos, la pulsion de mort. Et donc il y a une articulation entre ces deux pulsions. Et que quand il y a plus d'énergie, on va dire, dans une pulsion que dans l'autre, ça produit, que ce soit pour l'union, que ce soit pour la séparation, on va dire que ça va produire donc des troubles chez le sujet. Et donc, il dit que le principe, il nous présente le principe de Nirvana comme exprimant la tendance de l'instinct de mort. Donc tous ensemble coexistent, le principe de plaisir, de réalité, de nirvana, la pulsion de vie, la pulsion de mort, mais que dans bonsoir Nassima, que dans bonsoir Mohamed, Patricia bonsoir, dans chaque cas, ce dont il va s'agir, c'est une question de quantité, non, d'une distribution pour que toutes ces instances en fait puissent fonctionner les unes avec les autres sans qu'il y ait un surplus ou une exagération d'énergie dans un côté plus que dans un côté que dans l'autre. Donc, mais Freud précise, et on ne peut pas abandonner l'idée que le principe de plaisir est le gardien de la vie. D'accord ? C'est-à-dire qu'il est un à la base. Et donc maintenant, il va dire, mais comment, avec tout ça, donc avec cet appareil qui est donc avec plein d'éléments qui participent, parce que nous savons que la science psychanalytique, et comme toutes les sciences, c'est quelque chose de très complexe. C'est la prétention, on va dire un petit peu de ces rencontres, c'est un petit peu de, on va dire, de simplifier, bonsoir Marie, mais, Amina bonsoir, mais que la tendance, mais la présentation de cette tendance, c'est très complexe, je veux dire que là je passe, non, au-dessus d'éléments, de systèmes qui sont très importants dans l'appareil et qui vont organiser donc toute cette énergie de l'appareil. Donc ici, Freud, il va se poser la question à savoir, donc comment, si c'est le principe de plaisir qui est le gardien de la vie, comment est-ce possible que la douleur devienne une fin en soi? Parce que la douleur, au départ, ce qu'elle est, c'est qu'elle est, elle a la fonction de signal d'alarme. C'est-à-dire que je mets ma main, on va dire, je mets ma main contre le près du feu, la main, bonsoir Lina, donc la main près du feu, et la douleur, non, va provoquer le signal pour dire va-t'en de là, il y a un danger. Donc on va dire que cette tendance de la douleur, se transforme dans le masochisme en fin en soi, c'est-à-dire que le sujet directement va aller produire la douleur. D'accord ? Donc il va produire cette douleur pour différentes situations, pour différentes satisfactions. Bonsoir René. D'accord ? Donc il va dire parce qu'il s'est rendu compte, donc il nous dit que le masochisme, on dirait qu'avec le masochisme, ce principe de plaisir, il est comme drogué, narcotisé, donc il est comme paralysé, donc comme si la vie vous, bonsoir, Faudélie, bonsoir. Donc il nous dit que en fait dans le masochisme, le principe de plaisir semble narcotisé, paralysé. D'accord ? Et donc il dit qu'il va essayer donc d'étudier un petit peu la situation pour voir comment ça se passe au niveau de ces deux espèces de pulsions qui sont à distinguer entre la pulsion de mort et les pulsions de vie érotique. Donc, puisque dans le masochisme, qu'est-ce qui se passe ? C'est que le sujet dans le masochisme va chercher une possibilité de satisfaire cette tendance pour provoquer la douleur. D'accord ? Donc, et il va nous dire que donc le masochisme, donc cette tendance chez le sujet à chercher des situations de déplaisir ou de douleur, c'est une des tendances qui est un grand danger pour le sujet, pour la vie du sujet.
Et il va nous préciser que cette tendance masochiste est beaucoup plus dangereuse que le sadisme. D'accord? Donc, il nous a déjà expliqué en 1905, dans les 3 essais pour une théorie sexuelle, que le masochisme et le sadisme faisaient partie de la constitution normale de la vie humaine, que c'était comme 2 pôles qui se trouvent en chacun de nous, non? C'est-à-dire que ce n'est pas qu'il y a une personne qui est sadique et l'autre qui est masochiste, sinon que chacun d'entre nous, nous avons ces 2 pôles en nous, de masochiste et de sadique. Et donc il va nous expliquer, il va nous parler de ce masochisme érogène. Bon, d'abord il va parler de ce masochisme féminin. Mais moi je voudrais commencer par le masochisme érogène primaire, dans le sens où c'est le premier qui va se développer, le premier qui va être donc à la base, en plus à la base des 2 autres, parce qu'ici il va nous parler de 3 types de masochisme. Le masochisme donc érogène, le masochisme féminin et le masochisme moral. Et donc il va nous parler donc de ce masochisme érogène, donc qui est primaire, dans le sens où il va nous expliquer que dans la formation de notre appareil psychique, on va dire que toute tendance qui va passer par une augmentation de la tension, par exemple il va dire la faim, quand le bébé a faim, qu'il y a une augmentation de la tension, cette tension va s'appuyer sur, ou va fabriquer des instincts, va s'appuyer sur la pulsion sexuelle. C'est-à-dire que toute augmentation d'excitation va avoir quelque chose à voir avec le sexuel. Et il va dire, donc il se passe la même chose avec le masochisme et avec le sadisme. C'est-à-dire que par exemple dans la période anale, où il y a une tendance un peu sadique, c'est une augmentation de la tension, non, qui va nous montrer que ce masochisme érogène. Donc, et il va dire que cette tendance donc qui arrive chez l'enfant, non, qui fait partie de sa constitution, va disparaître. Mais pas complètement, comme rien dans l'appareil ne disparaît complètement, sinon qu'il va être à la base et qui va continuer à fonctionner, qui va être à la base des 2 autres, on va dire, des 2 autres masochismes. D'ailleurs, ce masochisme, alors attendez, je vais aller le chercher, parce que ce masochisme érogène, je vais aller le chercher, donc il dit que c'est quelque chose après qu'on va retrouver, par exemple, qui fait partie, non, et qui fait partie et on va dire qui fait partie de, attendez, je le retrouve, qui fait partie, donc qui intervient dans l'acte sexuel. Ce sont, non, cette augmentation de tension, non, et donc il va nous dire que la pulsion de vie, la pulsion de mort, donc la pulsion de vie qui nous pousse à agir, mais nous ne sommes pas seulement en pulsion de vie, pas seulement pulsion sexuelle, on va dire, sinon qu'il y a toujours la pulsion de mort qui va rentrer en jeu. D'accord? Et donc cette pulsion de mort qui tend à décomposer et la pulsion de vie qui tend à unir. Et donc cette pulsion, cette pulsion de mort, il dit que le sujet va avoir tendance à l'orienter vers l'extérieur de l'appareil, c'est-à-dire vers le monde extérieur. Il va le mettre dans la réalité. Et pour cela, bien entendu, il va avoir besoin d'activer le système moteur, non? Pour mettre en marche en fait cette tendance destructive et destructrice. Et c'est-à-dire que cette pulsion de mort va être exprimée dans la réalité, non? Et il dit que il va les nommer en fait ces types, non, d'extériorisation, on va dire, du sadisme, que c'est donc cette pulsion de destruction. Il va aussi parler d'une pulsion d'emprise et de volonté de puissance, non? Et donc, il va faire référence aussi donc vers l'extérieur au service de la reproduction.
de la reproduction, de l'acte sexuel, dans lequel il y a toujours une certaine connotation de sadisme, non? Dans le sens où pour qu'il y ait pénétration, il y a un acte agressif, sadique. D'ailleurs, on voit, puisque les enfants, quand ils découvrent l'activité sexuelle chez les adultes, quand ils ont eu l'occasion de découvrir, ils interprètent cet acte sexuel toujours comme quelque chose d'agressif, comme une agression du père contre la mère. Et donc, et donc après, il va nous parler, il va nous dire, donc d'un côté, il y a cette pulsion de mort où il y a une partie qui va tendre, à l'extérieur, qui va se réaliser vers l'extérieur, mais il y a une autre partie qui va rester dans le sujet. Et donc, il va rester dans le sujet et qui va attaquer directement, c'est-à-dire qu'il y a une partie sadique, du moi qui va attaquer le moi. D'accord? Et donc, c'est cette partie qui demeure dans l'appareil, qui est liée libidalement et qui va être associée à cette coexcitation sexuelle. D'accord? Et c'est là, donc, il va parler de ce masochisme originaire érogène. D'accord? Et en fait, on va voir que ce masochisme originaire érogène, en fait, puisqu'il retourne, il est d'abord, où il est resté dans le moi, non? Donc il va dire après il va nous reparler, il va dire que c'est donc de ces deux pulsions de vie et de mort, que ce sont deux espèces de pulsions différentes, une qui tend à l'union, une autre qui tend à la séparation, et qu'il y a en fait un amalgame de ces deux pulsions, mais qu'elles ne sont jamais dans une proportion, on va dire, égale, et qu'elles peuvent vivre l'une avec l'autre en harmonie. Sinon, il y en a toujours une qui a un peu plus d'énergie que l'autre, non? Et surtout, une chose qu'il précise, c'est qu'il n'y en a aucune qui est à l'état pur, non? Sinon que ce sont toujours des mélanges diversement composés. Et il va donc nous dire que ce masochisme, j'ai du mal à le prononcer, ce masochisme serait donc un témoin et un vestige de cette phase de constitution, dans laquelle s'est accompli cet alliage entre ces deux pulsions. D'accord? La pulsion de mort et la pulsion de vie, Eros. Et donc il va dire que quand la pulsion, voilà c'est ça, que quand la pulsion de mort est projetée vers l'extérieur, en fait, il y a une réalisation donc grâce au système moteur. Mais quand cette tendance n'est pas projetée vers l'extérieur, sinon qu'elle est introjectée, elle est tournée vers l'intérieur, elle régresse ainsi à une situation première. Et donc on va parler de masochisme déjà secondaire, qui se rajoute au masochisme originaire. Bonsoir Anne. Donc ensuite on va voir, donc il nous dit que ce masochisme érogène va prendre part à toutes les phases, à toutes les étapes du développement de la libido. Et qu'elle emprunte donc, puisqu'on avait vu que le développement de la libido, que le développement de la sexualité du sujet allait passer par une étape orale, une étape anale, une étape phallique et une étape génitale. Et donc elle va dire que dans toutes ces étapes, ce masochisme érogène, va prendre donc part à toutes ces étapes. C'est-à-dire que lors de l'étape orale, il va donc il va exprimer, on va dire, l'angoisse d'être dévoré par le père, non? Puisque c'est la source dans l'organisation orale primitive. D'ailleurs, nous avons vu dans le cas du petit Hans, où justement Freud il nous montre, dans ce cas de ce cas clinique, il nous montre de ce petit garçon qui a peur des chevaux, qui a peur d'être mordu par un cheval. Donc il y a le déplacement du père sur le cheval, et en fait il a peur donc d'être dévoré
par ce n'est pas lié à la constitution du surmoi. Qu'est-ce qui n'est pas lié à la constitution du surmoi? Avec la constitution du surmoi, non, on va voir après là le masochisme moral, Sylvie. Donc, ensuite, nous avons sur l'étape anale, non, dans l'étape anale, et le désir d'être battu par le père, non? Donc ça, après, ça fait référence à un autre texte de Freud, non? Le désir, alors vous voyez, l'être humain, non? On voit toute sa complexité, c'est-à-dire qu'il a d'un côté l'angoisse d'être dévoré par son père, d'un autre côté, il a le désir d'être battu par le père, donc qui provient donc de cette époque sadique anale, c'est-à-dire que il se sent aimé. S'il est battu, s'il arrive à se faire battre par son père, il se sent aimé. Donc, et ensuite nous arrivons donc au stade, à l'étape, à la phase phallique, où il arrive et se présente donc on va dire les fantasmes masochistes, non, qui sont en relation donc avec la castration. D'accord? Et donc, et qui vont être en relation aussi donc avec ce masochisme féminin dont on va parler là tout de suite. Et on dit féminin parce qu'en fait, ce sont des fantasmes qui sont pour les sujets, qu'ils soient garçons ou filles, on va dire, ce sont des fantasmes masochistes, c'est-à-dire qui ont des caractéristiques féminines, c'est-à-dire d'une position passive à vivre la relation sexuelle et en plus à accoucher. D'accord? Donc il va nous expliquer que dans l'étape génitale, le rôle des fesses, non? Le rôle des fesses, donc dans ce masochisme est facile à comprendre. Il dit et il dit aussi donc les seins, non? De la phase orale. Donc on va dire donc les fesses pour la phase anale et les seins pour la phase orale, d'accord? Et donc il dit le pénis pour la phase génitale. Donc pour revenir, enfin pour voir donc ce masochisme féminin, non, puisque nous avions dit donc nous avons le masochisme féminin, le masochisme érogène et le masochisme moral. Donc on a vu que le masochisme érogène est à la base des deux autres. Et alors attendez, où est-ce que c'est? Pom 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 pom. Et donc il va dire, donc il y a ce premier masochisme qui est vécu comme ce qui sont en fait des productions de fantasmes, Et en fait que le fantasme du sujet, donc là il va nous présenter dans ce texte principalement des cas d'hommes qui ont des fantasmes, donc on va dire féminins, et que le contenu de ces fantasmes, c'est d'être donc bâillonné, attaché, battu de façon douloureuse, fouetté, maltraité, forcé à l'obéissance inconditionnelle, souillé, abaissé, et surtout être traité comme un petit garçon, en fait, méchant, en détresse, dépendant. D'accord? Et donc, ce qu'on voit dans ces situations dans ces trucs classiques de maso-sado, non? Où on va voir qu'il prend son fouet et que lui, il réclame, non? C'est-à-dire que lui, il réclame, il se présente comme... Mais ça, déjà, c'est être capable, non? De vivre, en fait, le fantasme. Parce qu'il y en a d'autres, en fait, où le fantasme, ça va rester au niveau du fantasme, et il va nous dire que simplement le fantasme peut être en lui-même une satisfaction ou qui va dériver sur une masturbation. D'accord? Et donc il dit que ça c'est un masochisme qu'il va appeler donc féminin parce que en fait il est dans une position, que le sujet est dans une position qui signifie donc être castré, subir la relation sexuelle ou accoucher. D'accord? Et c'est pour ça qu'il dit que c'est voyant la caractéristique de ce masochisme que je l'ai appelé féminin. Non? Et qui renvoie donc directement à la vie infantile. D'accord? Donc c'est un masochisme chez l'adulte qui fait référence directement à sa vie infantile. D'accord? Et il dit que en général aussi, il va préciser que ce genre de masochistes, en général, ils sont impuissants, non? Puisque en fait, ils vont garder tout dans les fantasmes.
il va dire que dans ces fantasmes masochistes s'exprime aussi un sentiment de culpabilité, d'accord? C'est-à-dire qu'il considère ou qu'il ressent qu'il a commis un crime, qu'il ne sait pas très bien de quoi il s'agit, mais qu'en fait qu'il doit être expié donc par des douleurs et des tortures de ce mal qu'il a produit. Mais il dit que tout ça, c'est une rationalisation de la situation, qu'au fond, qu'il se cache quelque chose d'autre. Et il dit, ce qu'il va interpréter lui, c'est que en fait, ces crimes, ces soi-disant crimes, sont en relation à la masturbation infantile. Donc, c'est-à-dire, quand on dit masturbation infantile, on dit cette masturbation qu'on a oubliée. Non, c'est-à-dire cette masturbation infantile de cette première époque infantile, qui était donc de caractère incestueux. C'est-à-dire que la masturbation avait lieu, non, chez le jeune enfant, avait lieu par les excitations, non, par l'excitation que lui produisaient donc ses relations avec ses objets d'amour. Non. Et donc, ces relations-là vont, après la répression, après la constitution de l'inconscient, vont devenir inconscientes. C'est pour ça qu'après, elles vont réapparaître complètement déguisées. Pourquoi? Parce que le sujet, il a oublié. Mais toutes ces fantasmes, en fait, sont considérés par le sujet comme et sont considérés donc comme un crime, puisqu'il doit être battu et torturé pour expier ses fautes. Non? Donc on avait vu qu'une fois que le sujet, donc avec la première répression, non, avec cette répression primordiale, en fait le sujet, toutes ces tendances amoureuses, toutes ces tendances sexuelles qu'il avait mis sur ses premiers objets d'amour, c'est-à-dire son père, sa mère, non, vont être réprimés. Mais réprimer, ça ne veut pas dire que ça va disparaître, sinon que ça va passer à l'état d'inconscient. Et ça va former donc cet inconscient réprimé. Cet inconscient réprimé qui est justement ce que la psychanalyse étudie. Hein, la psychanalyse, rappelons-nous, elle n'étudie pas tout l'inconscient. La psychanalyse, elle étudie uniquement l'inconscient réprimé, c'est-à-dire ce complexe d'Oedipe qui a été réprimé, qui est devenu inconscient. Ces désirs qui sont devenus inconscients. C'est-à-dire que la relation avec les parents s'est désexualisée, ils ont perdu, non, et qui se transforme en une relation de tendresse. Bon, après, d'accord, c'est-à-dire qu'ils se transforment. La relation sexuelle, ces désirs sexuels vont se transformer en désirs de tendresse mais comme ce matériel qui était réprimé ne disparaît pas, non, puisque en fait c'est passé simplement à l'état donc d'inconscient, et ben ces fantasmes qui vont réapparaître, non, quand justement, qui ne devraient pas être là, puisque ce sont des choses qui font partie de l'enfance, donc quand chez l'adulte ça apparaît, c'est parce que donc évidemment il y a des troubles. Et donc on va dire que là, et il y a le sentiment donc de culpabilité inconscient, d'accord, qui va faire quoi? Qui va rechercher la punition. C'est-à-dire que quand on dit sentiment de culpabilité inconscient, c'est-à-dire que ce n'est pas senti par le sujet, sinon qu'on va voir dans les agissements du sujet, dans la vie du sujet, que en fait, ce qu'il fait, c'est chercher, non, la recherche de la punition. Et donc, on voit encore ici qu'il y a une satisfaction dans la douleur. D'accord? Ce qui est quelque chose, on va dire, qui est assez... Et donc, c'est à partir de là, il dit, à partir de cette culpabilité où nous allons pouvoir passer à cette troisième forme de masochisme, qui est le masochisme moral. Alors, le masochisme, la troisième forme du masochisme, donc, qui est le masochisme moral, il y a plusieurs choses qui sont caractéristiques de ce masochisme. Premièrement, on va dire qu'il y a une partie de ce masochisme qui est complètement désexualisée, d'accord, où la sexualité n'intervient et tout à fait a diminué énormément par rapport au masochisme féminin. Bonsoir Claude. Non, et donc là, le masochisme, il a perdu, on va voir, cette partie de sexualité, mais perdu d'une façon relative.
d'accord? Et donc, premièrement, il y a des conditions pour bien en faire la différence, c'est-à-dire que ce masochisme moral, en fait, il ne fait pas la différence, non? Le masochisme féminin, on va dire, il va chercher la satisfaction, le plaisir dans la douleur, mais il ne va pas accepter que ce soit fait par n'importe qui. Tandis que le masochiste moral, il va accepter, non? Que ce soit fait par n'importe qui, peu importe. Ce dont il s'agit, c'est de souffrir, on va dire. D'accord? Et donc, on va dire bonsoir Isabelle. Donc, moi, ça se répercute cette forme de culpabilité par une asthénie, une forte fatigue, par exemple. Ça peut, mais pas, c'est pas une caractéristique de ce sentiment de culpabilité. D'accord? Ce sentiment, la caractéristique de ce sentiment de culpabilité, c'est que le sujet va rechercher la punition dans sa vie quotidienne. D'accord? C'est-à-dire que peu importe la personne qui va lui infliger la souffrance, lui, il accepte les souffrances venues, non, de partout. Donc, elles peuvent être causées par des choses qui sont en relation directement, non, des personnes aimées ou indifférentes, et il dit par des puissances ou des circonstances impersonnelles. Il dit que le véritable masochiste tend toujours la joue quand il a la perspective de recevoir une gifle. C'est-à-dire que le masochiste, c'est celui qui va se mettre dans la situation, il va pouvoir recevoir quelque chose. Pourquoi? Pour souffrir. Alors il va voir, il va dire, mais alors, d'accord, c'est-à-dire que il dit, donc il va dire, évidemment, pour pouvoir montrer clairement de quoi il s'agit, il dit, on va prendre des cas, on va s'occuper de cas de forme extrême pour pouvoir le voir. Mais on va voir que ce masochisme moral intervient dans la majorité des sujets, tout comme ce masochisme érogène. Donc on avait vu que le masochisme féminin est supporté aussi par un sentiment de culpabilité, et que ce masochisme moral est supporté donc par ce sentiment de culpabilité aussi inconscient. Donc, et il a donc vu que ce sentiment, il voit ce sentiment de culpabilité. Freud, en fait, il l'a découvert chez ses patients avec la réaction thérapeutique négative. Et la réaction thérapeutique négative, en fait, c'est quand le travail de l'analyse produit des effets bénéfiques. Et c'est là où le patient dit, pour moi, pas question. Je suis venu pour me faire du bien, mais je ne le tolère pas. D'accord? Donc on va voir que chez le sujet, le plus difficile, c'est de tolérer le bien. Chez chacun d'entre nous, le plus difficile, c'est de tolérer le bien. L'être humain a une grande résistance à la souffrance. Donc très certainement à cause de ces différentes formes de masochisme. Il a une grande résistance à la souffrance. Par contre, au bien-être, au bonheur, il est pas du tout, on va dire, pas du tout préparé. C'est-à-dire que quand tout va bien, le sujet va faire quelque chose pour interrompre ce bien. Et ça, Freud, il va le découvrir avec les patients. C'est-à-dire que quand il voit qu'il y a un patient qui commence à progresser, boum, réaction thérapeutique négative. Non, c'est-à-dire que quand on va dire par exemple à un patient, je vois que vous allez mieux, qu'aujourd'hui, il ne faut pas le dire directement, il est préférable de ne pas le souligner, mais des fois le patient il s'en rend compte lui-même, et donc après il va se mettre lui-même des bâtons dans les roues pour donc il y a des gens qui vont mieux dans l'analyse et puis tout d'un coup ils ont une situation ou économiques qui vont dire en disant je ne peux plus continuer, et ils arrivent à provoquer des situations dans la réalité pour empêcher le développement, la continuité de leur analyse. D'accord? Et donc il dit que ça c'est soutenu par ce sentiment de culpabilité inconscient.
Donc il dit, mais d'où ça vient? Parce qu'en plus, il dit la souffrance comme forme de jouissance psychique. Pourquoi psychique? Non, la souffrance, elle peut être une forme de jouissance physique, non? Parce qu'on va parler de cloud psychique et on va parler aussi de psychique mental, non? C'est que le sujet, de toute façon, il va toujours obtenir satisfaction. C'est-à-dire que le sujet, sa tendance est toujours à satisfaire la pulsion. Donc, quoi qu'il se passe, il y a satisfaction de la pulsion. Et dans la souffrance, il y a aussi satisfaction de la pulsion. D'ailleurs, il va nous dire, quand tout d'un coup on voit quelqu'un qui a tendance toujours, non, à présenter la joue pour recevoir le coup qui se présente, donc dans la réalité, non, on va dire, et par exemple dans les relations de couple, on le voit, non? Il y en a un, on se sépare, non, la relation ça allait pas, lui il était trop sadique, elle est trop masochiste, et puis ils se séparent, ils se rétablissent dans de nouvelles relations, et ils rétablissent, non, ces mêmes types de relations. Le sadique reprend sa place de sadique, et le masochiste reprend sa place de masochiste. D'ailleurs, on dit que c'est le sadique qui va travailler pour le masochiste, d'accord? Pour que le masochiste, pareil, non, puisse tranquilliser ce sentiment de culpabilité. Parce qu'il y a une jouissance, mais il y a une tranquillisation, non, une tranquillité qui va obtenir grâce à la souffrance. Et le Freud, il va dire aussi, on va le voir dans certains, donc, dans certains névrosés qui en fait, qui se présentent ou qui vont très mal et qui disent qu'en fait la névrose va disparaître si tout d'un coup il se marie avec quelqu'un et qu'il fabrique en fait une relation de couple néfaste où ils vont souffrir, où ils vont provoquer, être ruinés, où c'était être ruiné, se mettre en couple pour avoir une relation néfaste. Et je crois qu'il y avait un autre élément, je ne me rappelle plus. La détresse d'un mariage malheureux, a perdu sa fortune ou a contracté une redoutable maladie organique. C'est ça, c'est-à-dire que le sujet, quand il va tomber dans une dépression, quand on va le déprimer, quand on va lui dire vous avez un cancer, il fait ouf, ça y est, j'ai réussi. Non, c'est-à-dire qu'il n'a plus besoin donc d'être déprimé puisque en fait le sentiment de culpabilité, non, va s'installer. Il a la satisfaction grâce à la maladie, on va dire. Alors, Claude dit, mais il se perçoit alors comme le mauvais objet, l'enfant pas assez aimable, non? Je comprends pas. Mais il se perçoit alors comme le mauvais objet, l'enfant pas assez aimable. Ça, c'est différent. Non, il va se mettre dans une situation pour recevoir une punition. Et Sylvie dit, et pourquoi on n'est pas prêt à se sentir bien? Où vient cette culpabilité? Ben, on n'est pas prêt, vous voyez la religion, regardez. Non, la religion, elle nous le dit depuis qu'on ouvre les yeux. Même avant, non, disons qu'on est venu ici pour souffrir. Rien ne nous prépare au bonheur. Rien ne nous prépare à être bien. Je veux dire, parce que c'est supporter que notre appareil psychique puisse supporter ce bien. C'est-à-dire qu'on nous montre toujours, non? Et après que le névrosé, c'est pour ça que la psychanalyse est vraiment un instrument indispensable, parce que c'est l'instrument qui va nous permettre de réorganiser cette énergie pour ne pas tomber dans ce tourment qui est la recherche incessante de la punition. Parce que le sujet, ce qu'il fait, c'est rechercher incessamment la punition. Et qu'il y en a pu vous rappeler de Crime et Châtiment. Alors, Foussia dit donc le masochisme et le sadisme est nécessaire pour la constitution de l'appareil psychique, mais à un certain degré, c'est ça? C'est pas qu'elle est nécessaire, c'est qu'ils font partie de la constitution. D'accord? Mais qu'effectivement, après, quand il y a, on va dire, un sentiment de culpabilité qui va, non, remettre en valeur ce masochisme, d'accord? Pourquoi? Pour rechercher la satisfaction, non? Farida dit, bonsoir Clément, c'est l'autosabotage, entre-t-il dans cette dynamique? Un grand merci pour vos conférences. Exactement, l'autosabotage, d'accord,
Bon Annie, au revoir, bonne nuit, bonne soirée. Donc on va dire effectivement l'autosabotage. Tout ce que le sujet, regardez, tous les gens. Est-ce que c'est tous les gens qui souffrent? Non, ils font partie, parce que ce qu'il va nous expliquer, il va dire, premièrement, donc pourquoi, d'où ça vient, non? D'où ça vient ce sadique qui est en nous et qui vient nous saboter constamment, qui vient nous faire souffrir, parce qu'il est en nous. Et alors des fois, effectivement, on va le mettre, on va dire non, c'est le destin. C'est le destin, je suis né avec une mauvaise étoile, et poum 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 poum. Non, non, pas de mauvaise étoile. J'ai une culpabilité que je ne sais pas quoi faire avec. D'accord? Donc je vais constamment, rappelez-vous qu'il y a aussi ce texte de Freud qui dit qu'il y a des gens qui vont aller chercher directement, on va dire, qui vont se faire arrêter par la police pour pouvoir, qui vont aller voler, cambrioler, tuer quelqu'un pour pouvoir se soulager, comme dans Crime et Châtiment. Non, dans le livre de Dostoïevski, il nous montre que lui, il a été tuer cette femme pour pouvoir, non, être arrêté, et à partir de là, tout est rentré dans l'ordre. D'accord? C'est-à-dire qu'il a reçu la punition qu'il cherchait. Et donc, il va nous expliquer qu'il y a donc une partie du sujet, non, une partie du sujet, ce surmoi qui est venu donc au moment, qui s'est fabriqué, qui s'est produit au moment du complexe d'Oedipe, qui a été donc réprimé. Je réprime ses premiers amours, ses tendances sexuelles incestueuses, je les réprime, et j'installe à cette place un surmoi, c'est-à-dire qu'il y a une partie du moi qui va être utilisée pour installer le surmoi. Et le surmoi, en fait, il va incorporer, on va dire, il va introjecter les caractéristiques de l'instance paternelle. Donc, Améziane demande comment peut-on exercer l'auto-sabotage. L'auto-sabotage, c'est ne pas étudier correctement quand on a un examen et ne pas bien étudier, et donc on se tape une mauvaise note. C'est de l'auto-sabotage. Quand il s'agit de simplement étudier un peu mieux, si j'ai pas fait le travail, c'est parce que je voulais pas ma mauvaise note. Non, je veux dire que l'auto-sabotage, c'est quelquefois quand je peux faire les choses bien et que je les fais pas correctement, auto-sabotage. D'accord? La vie vivou, c'est ce qu'on est en train de voir. D'accord? Pourquoi ce besoin de culpabilité? Donc, ce surmoi, c'est donc l'instance parentale qui est installée sur le moi. Et l'instance parentale, donc, qui, au début, d'accord, il est très exigeant. Il est très exigeant, c'est-à-dire qu'il a la sévérité du père. Et en fait, ce sont l'instance, les parents, non, les exigences des parents qui avant étaient à l'extérieur, se sont introjectées dans le moi. Et le surmoi, il surveille le moi comme avant les parents surveillaient le sujet, le bébé, l'enfant. D'accord? Donc après, on va voir, donc, et dans l'appareil, non, quand on dit que le sujet ne peut pas fuir, non, quand il a une phobie, c'est l'araignée qui est dehors, donc je peux éviter la peur. Non, mais à l'intérieur, on ne peut pas se mentir. C'est-à-dire que si j'ai mes désirs incestueux, non, qui envahissent mes fantasmes, on va dire, le surmoi, il s'en rend compte. Donc il dit attention, qu'est-ce que tu fais? D'accord? Donc, c'est-à-dire qu'on va voir qu'il y a, ce que je veux dire, c'est que le surmoi va surveiller le moi. Donc, il dit que donc le surmoi, c'est lui qui a la fonction de la conscience morale. C'est la conscience de culpabilité, le surmoi, d'accord, qui va s'exprimer donc par une tension entre le moi et le surmoi. Et le moi, comment il réagit face à ça? Par des sentiments d'angoisse, une angoisse morale. Parce qu'en plus, ce surmoi, il a aussi introjecté les ambitions des parents. Les ambitions que les parents avaient, que pour les parents, le bien c'était ça, que leur fils, leur fille devraient faire ça, ça, non, tout ça, ça a été incorporé. Et donc, il a aussi des exigences. Sandrine dit l'obsessionnel rentre dans ce cadre, l'obsessionnel rentre dans ce cadre, tout le monde rentre dans ce cadre. Non, tout le monde. Parce que le surmoi, il est là et il vient. Alors après, c'est vrai que grâce à l'analyse, on va réduire en fait ce pouvoir du surmoi sur le moi, pour dire alors laisse le moi tranquille, ou que le moi va réussir à établir une meilleure relation avec le surmoi, avec toutes ces exigences du surmoi, non?
Parce qu'en fait, elle dit que le moi doit avoir peur lorsqu'il se produit une différence entre lui et son idéal. D'accord? C'est-à-dire que là, pour punition. D'accord? Parce que tu n'as pas respecté, en fait, ces exigences du surmoi, tu les as pas respectées, alors, pour punition. Non? Mais comment on fait? Richardson Junior Joseph, comment on fait? On s'analyse. On s'analyse, il n'y a pas d'autre possibilité. Parce que sinon, en fait, on est comme sur des rails. Je veux dire qu'on est comme sur des rails. Si le surmoi, il est là, et il demande moi constamment en plus, Freud, il va nous dire que ce surmoi, non, parce que le moi, il dit d'accord, je vais faire ce que tu me dis, d'accord, je vais renoncer à tout ce que tu me dis que je dois renoncer, etc. Je vais faire comme tu dis. Ben, le surmoi, il va en demander à chaque fois plus. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de suivre en fait les exigences du surmoi. Non, parce que si on commence à suivre les exigences du surmoi, le surmoi est de plus en plus exigeant. Donc il n'y a pas de manière de se libérer, non? Le surmoi, c'est donc le gendarme intérieur, effectivement, René. D'accord? C'est le gendarme très exigeant et qui peut être donc très sadique, non? Et, donc il dit que donc le surmoi, ce sont donc cette instance morale qui est habitée non par cette introjection de cette instance parentale, et bonsoir Fatim. Alors, donc, Sylvie dit, donc ce masochisme est bien initié par la constitution du surmoi. Le masochisme moral, oui. Mais on a vu que le masochisme érogène intervient déjà et il est à la base de tous les autres. Quand vous dites que tout le monde rentre dans ce cadre, vous supposez les névrosés. Tout le monde. Mais je veux dire, parce que on n'est pas tous névrosés, non? Il y a des gens qui s'analysent, il y a des gens qui sont en analyse depuis des années, et on va dire que, parce que la possibilité de la psychanalyse, c'est que ma névrose, elle va être sur le divan. J'ai pas besoin de l'exposer dans la réalité, personne ne doit la voir dans ma réalité extérieure, dans ma vie quotidienne. D'accord? J'ai le divan où j'ai ma relation avec mon psychanalyste qui me permet d'être névrosée là, dans ce sens-là. Non, on dit un névrose de transfert, c'est-à-dire que ma névrose, elle s'est déplacée là. D'accord? Donc, après, je veux dire, parce que on va dire, par exemple, Fatima, non? On va dire, aïe, ouh, aïe, 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 je me suis donné un coup. Sentiment de culpabilité. Donc, je veux dire, non? Que ce n'est pas. Alors, tout le monde ne se donne pas des coups régulièrement quand il sait exactement où se trouve la table et pourtant, pom. D'accord? Donc, je veux dire que l'inconscient. Donc Isabelle dit, le surmoi est-il différent selon les parents qu'on a eus? Ben, Freud il va nous dire que c'est pas exactement en relation parce qu'il dit que parfois donc il y a des parents qui ont été très aimables, qui ont laissé grandir leur enfant, non, sans une sévérité excessive ou sans mettant des limites simplement, et que pourtant le surmoi du sujet il est féroce. Donc il dit que non, parce qu'en fait il y a un autre texte de Freud où il va expliquer en détail cette constitution, cette formation du surmoi, où il va expliquer que cette formation du surmoi, en fait, elle est pratiquement historique, c'est-à-dire qu'il y a toute l'histoire de la famille. D'accord? Parce que quand on introjecte cette instance parentale, c'est pas seulement mon papa et ma maman, c'est tout ce qui constitue mon papa et ma maman. Toute l'histoire, non? Qu'il y a toute l'histoire. Parce que moi, je ne suis pas simplement moi je suis toute cette chaîne, non? De toutes ces relations sociales que j'ai actuellement, toute cette chaîne qui m'a fabriqué. Donc, ça ne dépend pas des parents. Donc, et Sandre dit, ou le sage intérieur. Le sage intérieur. Donc, vous pensez qu'il y a un sage intérieur? Non, l'appareil psychique, non? Que le sage, ce serait plutôt extérieur, non? Le sage peut devenir sage, mais de façon, on va dire, externe, c'est-à-dire en exprimant, non, en faisant quelque chose. En plus, ça doit être avec des actions. Non, parce que c'est vrai que nous avons une culpabilité. Après, Freud, il va dire, nous avons une culpabilité qui appartient, en fait, à, qu'on va dire, par exemple, quand il y a eu une catastrophe.
non? Une catastrophe, et il y en a certains qui restent et qui ont survécu. Ils ont bien sûr un sentiment de culpabilité d'être vivants. D'être vivants. Et ça, je veux dire que c'est quelque chose pareil qu'on doit travailler dans le sens. Et comment on va le travailler? Il faut donner une raison donc à cette vie. Non? Quand on parle de cette dette symbolique que l'être humain, non? Que l'être humain, il doit participer, on va dire, à cette fabrication du monde dans lequel il est arrivé, où il y avait déjà, non? Tout ce qu'il y a autour de lui qui était déjà à sa disposition. Il y avait un papa, une maman, une maison, ceci, l'électricité, l'eau chaude. Il y avait déjà plein de gens qui avaient travaillé pour nous quand on est arrivé. Il y avait toute cette chaîne humaine qui avait produit tout ce résultat dans lequel nous sommes. Donc nous avons cette dette symbolique. Alors déjà, se laver les mains, moi j'ai rien à voir avec ça, non? C'est quelque chose, c'est-à-dire que la culpabilité c'est quelque chose d'inconscient, dans le sens où on ne peut pas y échapper. C'est pas en disant oui, allez, non, moi je regarde pas, non? Non, on ne peut pas y échapper. Alors, Emmanuel dit j'arrive tard, mais hâte de voir le début du replay, pour reprendre. Donc, pour ce sentiment, donc qu'est-ce qu'il va nous dire? Et donc, il va nous dire que ce sentiment, d'ailleurs, ce surmoi, donc au départ, c'est l'instance parentale qui va s'installer, mais après, cette instance parentale va se transformer petit à petit. Pas l'instance parentale, plutôt ce surmoi. C'est-à-dire qu'il va y avoir, non, des nouveaux professeurs, des maestros, des gens qui vont venir et transformer, en fait, d'une certaine façon, ce surmoi chez le sujet, ou qui va avoir des représentations, non? Les héros qui sont dans notre vie, ce qu'on se considère, non? Que chaque sujet, on va dire, considère comme les héros, non? Et va dire que, et après, il y a directement, ce dont on parlait un petit peu auparavant, le destin. Donc, il y a le destin qui va être ce surmoi, c'est le destin. C'est-à-dire, je suis dans cette situation-là à cause du destin. D'accord? Donc, Rania dit comment le thérapeute procède si son patient s'inquiète, se culpabilise inconsciemment lorsqu'on lui félicite qu'il va mieux, et comment détecter si son malaise est dû à une culpabilité, masochisme ou autre. Non, on ne peut pas détecter, d'accord? Donc, d'abord, on n'a pas à féliciter, d'accord? On n'a pas à féliciter le patient, il ne convient pas de le féliciter parce que ça... Je dis que ça provoque des troubles. Ça provoque des troubles chez le patient, donc ça ne sert à rien. En plus, c'est quelque chose, on va dire que si vous êtes en traitement, que les choses se transforment et que les choses aillent mieux, c'est normal. Il n'y a pas à féliciter, c'est normal. C'est comme un étudiant qui va étudier, qui va à l'école, non, que je veux dire, qui écoute les professeurs, qui prépare, qu'il ait des bonnes notes, c'est normal. Ce qui n'est pas normal, c'est quand c'est l'inverse. Quand ça ne fonctionne pas. D'accord? Mais quand ça fonctionne bien, bah ça fonctionne bien, donc c'est normal. Donc, j'y fais pas attention. D'accord? Sinon, je continue à travailler. D'accord? Et après, si son malaise est dû à la culpabilité, vous allez voir, non? Que si le sujet cherche, non? Cette satisfaction dans la punition, comment dans sa vie il va se placer dans des situations, parce qu'il faut voir, c'est nous qui fabriquons notre vie. Alors, bien sûr, il y a le virus. Mais chacun, nous avons réagi d'une façon différente avec l'invasion de ce virus. Chacun, nous avons interprété la situation par rapport à quoi? Par rapport à notre position psychique. D'accord? De la même façon qu'il y a des gens qui ont réussi à s'enrichir, il y a des gens qui ont travaillé plus, et il y a des gens qui se sont complètement laissés ruiner, qui ont perdu leur maison, Donc, on va dire, tiens, ils ont utilisé cette situation pour satisfaire leur masochisme. Pas uniquement, hein, ce n'est pas la seule lecture qu'on peut faire devant cette situation. Simplement que je dis que face à cette situation qui a touché tout le monde, chaque personne a, non? Il y a un exemple qu'on raconte, non? Il y a des endroits, en Argentine, il y a des endroits qui sont régulièrement inondés par le débordement du fleuve. Mais il y a des gens qui, à chaque inondation, sont complètement déprimés, ils savent plus bouger, ils font plus un pas, ils sont complètement anéantis. Et il y en a d'autres qui ont perdu leur maison, tout a été inondé, et tout de suite, 1 heure après, ils se remettent au travail et ils commencent à refabriquer leur maison. Et ça, on va voir dans tous les cas, c'est-à-dire qu'on voit que le sujet va réagir selon sa situation psychique. Emmanuel dit toujours des précisions métapsychologiques rigoureuses, très appréciable, Clémence Lenis, merci.
Tout ceci exprimé à travers des exemples concrets de la vie quotidienne. Merci, oui, les inondations. Donc, je veux dire que notre masochisme, non, que notre masochisme intervient très fort donc, dans notre vie, d'accord, et qu'il réclame, on va dire, de plus en plus, qu'il réclame de plus en plus de soumission, on va dire, de la part du moi. Non, parce qu'on avait vu qu'en fait, le moi, il va devoir s'organiser avec ses différentes, il a des exigences du ça, il a les exigences de la réalité extérieure, il a les exigences du surmoi, et donc avec tout ça, il va devoir essayer de gérer pour que tout le monde soit content. Parce que quand il travaille que pour un, quand il a peur d'une instance, non, quand on voit que s'il est angoissé face aux exigences du surmoi, ben, il est complètement immobilisé, il ne peut rien faire. Donc Mohamed dit le processus d'identification du patient pour fabriquer son fantasme masochiste. Le processus d'identification du patient pour fabriquer son fantasme masochisme. Pourquoi vous parlez d'identification, Mohamed ? Je ne sais pas si c'est un processus d'identification, sinon que le patient, donc, dans son fantasme masochiste, non, de celui qui a besoin, qui se considère ou qui se voit comme un petit enfant méchant, non, et qui a besoin de recevoir des coups, d'accord, pour une satisfaction sexuelle, et en plus, parce que, pour satisfaire son masochisme moral, parce qu'il était méchant. Nathalie dit, Freud a basé ses théories sur la culpabilité judéo-chrétienne, où le terme culpabilité prend un autre sens en psychanalyse. Alors, il faudrait aller lire, Nathalie, parce que je sais pas répondre là tout de suite à votre question, parce que je crois que cette culpabilité, non, cette culpabilité est d'Oedipe. C'est une culpabilité, je veux dire que c'est la constitution du sujet, que ce masochisme est en relation, donc cette recherche avec le complexe d'Oedipe. Mais il faudrait aller regarder, Nathalie, dans le texte là, Freud il nous recommande d'aller lire la dernière partie du malaise dans la culture. C'est-à-dire que dans le texte du malaise dans la culture, je crois que c'est les 2 dernières parties du texte, d'ailleurs que dans certaines versions, je vous le dis, certaines versions françaises où on m'a eu, que j'ai acheté la dernière version, enfin pas la dernière, j'ai acheté le texte Le malaise dans la culture, et les derniers chapitres n'étaient pas publiés. Et ce sont les derniers chapitres qui font référence donc à ce sentiment de culpabilité, qui sont très intéressants. Et Mamadou dit, il y a des satisfactions que notre morale nous condamne dans notre vie. Donc après, exactement, Pélo, il y a des satisfactions, exactement. Mais après, ça, c'est peut-être de l'ordre du conscient, non? C'est-à-dire, je ne me permets pas de manger ça, non, parce qu'après, je me sens mal et je vais me punir parce que, non, je ne devais pas manger ce que j'ai mangé, non, par exemple. Mais ça, c'est des remords, on va dire, c'est au niveau de la conscience. Quand on parle de cette recherche de punition, c'est un sentiment inconscient et on va le voir uniquement dans la répercussion, dans la réalité. Mohamed dit, il peut s'identifier à un animal pour souffrir une forme de déguisement. Mais ça, c'était le petit garçon, non? Le petit garçon va s'identifier donc à un animal, effectivement, le petit Hans, parce que pour les enfants, il n'y a pas de différence entre l'animal et le sujet, non? Et l'adulte. Pour lui, tout est pareil. D'accord? Il ne faut pas la différence. Dans le sens, c'est pour ça qu'il peut s'identifier à un animal. Claude, oui, car ça met en péril leur équilibre psychique. Non laisser tomber le symptôme, c'est faire face à l'angoisse. Je ne comprends pas bien. Bah, l'équilibre psychique, c'est difficile, non? Je vous en prie, Nathalie. Catalina dit, est-ce que savoir que l'on fonctionne comme ça, cela est suffisant pour atténuer ses effets? Y a-t-il un axe de réflexion? Ben non, Freud nous a dit, non, que Freud nous dit, toutes ces études, lire Freud, c'est très intéressant pour savoir que ça existe, d'accord? C'est-à-dire que je peux faire les lectures, mais ça ne va pas me transformer, d'accord? C'est-à-dire que ça ne va pas mobiliser mon énergie psychique inconsciente, ça ne peut pas la toucher, d'accord? Ça fait faire simplement un raisonnement, d'accord? Et Freud, il dit, c'est comme servir un menu, d'accord, à des gens affamés, et c'est simplement servir le menu à des gens affamés. Alors, vous voyez, non, ça ne transforme rien, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas manger.
Et Fatim dit, il est vrai que nous retrouvons cette notion de culpabilité dans toutes les religions. Ah, ça, donc c'est une autre chose qui est intéressante. D'accord? C'est-à-dire que la religion a utilisé cette culpabilité. D'accord? C'est-à-dire que la religion, elle utilise cette culpabilité, donc qui est déjà dans le sujet, pour lui donner donc une manière de pouvoir expier cette culpabilité. D'accord? C'est-à-dire que chaque religion a son chemin d'expiation, non? Pour donc dire c'est ma faute, c'est ma seule faute. Donc ça fait parce que c'est ce qui arrive au sujet, mais il ne sait pas de quoi il est coupable. Après, il sait quand il va faire des actes, non, quand il va produire dans la réalité donc des actes. Il va tuer, il va voler, donc là ça va justifier ou ça va mettre une représentation à sa culpabilité. Bon, on pourrait continuer avec ça. Bon, aujourd'hui, c'est la dernière semaine, je crois, oui, la dernière semaine. Ok, on va prendre quelques jours de vacances. On va prendre quelques jours de vacances et donc on va revenir donc à partir de la première semaine de janvier. Donc, moi, je vous propose donc le rendez-vous pour le 5 janvier, puisque le 4, c'est un lundi. Donc, on revient ici le 5 janvier avec de nouvelles aventures. Nathalie, peut-on dire que le psychotique, par son refus de la réalité de ce qui lui est désagréable, repousse inconsciemment la pulsion de mort? Non, parce que la pulsion de mort, c'est un autre mécanisme là. Non, parce que le mécanisme du psychotique, c'est que lui, il ne veut rien savoir. Non, de cette réalité, il veut rien savoir. Parce que lui, il va se fabriquer une autre réalité qui lui convient beaucoup mieux. D'accord? Donc, c'est pas en relation avec la pulsion de mort. Que la pulsion de mort aura son implication dans la position du psychotique, évidemment. Mais c'est pas la pulsion de mort qui va fabriquer ça. Andrea, merci à vous. Est-ce que ce fonctionnement peut se développer chez les enfants? Si oui, c'est quoi la différence avec le fonctionnement de l'adulte? Chez l'enfant, d'abord, chez l'enfant, hein, jusqu'à quel âge? Non, parce que vous voyez, les enfants, ils vont réclamer aussi. Non, il y a des enfants, quand les parents leur disent tais-toi, fais plus de bruit, et ils continuent à faire du bruit. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Non, vous voyez l'attitude des enfants, non, qui vont chercher la claque, qui vont provoquer aussi, donc chez les parents, non, ils vont provoquer les parents. Les parents, ils tombent dans le piège, non? Andrea, buenas fiestas, gracias. Hélène, merci beaucoup, merci à vous. Merci Isabelle. Donc, bonnes vacances, muchas gracias. Fatim, merci beaucoup. Très intéressant, Maurice, Sylvie. Donc, on continue. Bonsoir. Et on continue l'année prochaine, d'accord? On va garder le même jour, même horaire. Et je vais essayer donc d'établir un petit programme donc pour l'année prochaine pour continuer donc ces rencontres si passionnantes, d'accord? Donc merci à vous pour vous êtes ici 80 à participer donc à ce live. Donc merci pour votre participation. Jean-Marc dit donc merci pour votre dévouement, cet investissement. Professeur, vous êtes notre soleil, je vous en prie, Jean-Marc. Et Alison, merci beaucoup Clémence et bonne fête de fin d'année à vous aussi, hein, bonne fête. Non, on va essayer de passer le cap et d'arriver en 2021. Non, ça va être le plus important. Merci à vous, bonne fête à vous. Bonnes vacances, bonne année, bonne fin d'année, bonne année, passez de belles fêtes, merci à vous. Est-ce qu'une femme maltraitée cherche-t-elle la punition? C'est possible, la vivez-vous, c'est possible, il faut voir, chaque cas est particulier. Et Fortado, merci à vous, Sandrine, la meilleure fin d'année à vous et vivement la rentrée, oui, effectivement, Sandrine, pour revenir à l'action, non, pour reprendre. De toute façon, je vais continuer à travailler, mais disons que, non, que le travail va, j'interromps ces rencontres ici, mais moi, je vais continuer à travailler pendant les fêtes, mais parce que nous sommes dans un moment où je pense que le travail est important. Donc, le travail est important pour notre situation mentale, pour notre situation économique et pour nos relations sociales. Parce que rappelons-nous que dans le travail, une chose qui est très importante, c'est toutes ces relations sociales qui nous enrichissent. Donc, felices fiestas, hasta muy pronto. Merci beaucoup, professeur. Au revoir, Emmanuel. Merci beaucoup. Bonne fête à vous. Et Catherine, merci Clémence.
Merci, bonne fête à vous. Bon, je coupe. Bonne continuation, bonne fête. De toute façon, on garde le contact, hein. Je suis là sur la page. À très vite. Allez, au revoir. Ciao, ciao.